Et si je vous disais que la FIFA rêve de briser l'hégémonie de l'UEFA et de la Ligue des Champions, et ce, sans que personne ne s'en aperçoive? Depuis quelques mois, une compétition est sur toutes les lèvres, la Coupe du Monde des clubs, un nom qui fait rêver. Mais derrière ce tournoi se cache un enjeu bien plus vaste, un bras de fer silencieux entre deux géants du football mondial. Aujourd'hui, nous allons parler de cette Coupe du Monde des clubs, pourquoi elle a été créée, ce qu'elle cache vraiment, et ce que cela révèle du bras de fer silencieux entre la FIFA et l'UEFA. Pendant longtemps, la FIFA et l'UEFA ont partagé le pouvoir, et ce, avec chacun son périmètre bien défini. La FIFA, c'est l'instance suprême. Elle dicte les règles du jeu et organise les compétitions de sélection nationale au niveau mondial, avec notamment la Coupe du Monde. L'UEFA, de son côté, elle régit le football sur le continent européen, en organisant notamment les compétitions de sélection nationale avec l'Euro, mais aussi les compétitions de clubs avec la fameuse Ligue des Champions. Et cette frontière des compétitions de clubs, la FIFA a toujours rêvé de la franchir. Car il faut bien comprendre une chose, jusqu'à la fin des années 90, le titre de champion du monde des clubs était décerné officieusement lors de la Coupe intercontinentale. Cette coupe, elle avait un prestige immense, elle était historique. Chaque année, elle opposait le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de la Copa Libertadores. Cette compétition, elle était organisée conjointement entre l'UEFA et le CONMEBOL, mais ce, sans la FIFA. Et ça, la FIFA l'a très mal vécu. Comment la plus grande instance du football mondial pouvait-elle être absente lors d'un match qui était censé désigner le champion du monde des clubs? Alors en 2000, elle décide de créer sa propre version de la Coupe du Monde des clubs. Elle est organisée au Brésil pendant l'été et réunit 8 équipes telles que le Real Madrid, Manchester United, le Raja Casablanca ou bien les Brésiliens du Corinthians. Et contre toute attente, ce sont les Corinthians qui remportent cette première édition de la Coupe du Monde des clubs. C'est historique, mais contesté par certains en Europe. Et pourquoi? Parce que le tournoi, lui, est mal organisé. Les deux géants européens arrivent fatigués. L'organisation est faible et l'engouement aussi. Alors, le projet est rapidement mis au placard, et ce, pendant des années. Mais à partir de 2005, la FIFA essaye de relancer la compétition. Cette fois-ci, sous un nouveau format. Seulement 7 clubs, un tournoi annuel, et souvent disputé en décembre. Mais malheureusement, dans une relative indifférence. La FIFA, elle, de son côté, ne s'en est jamais cachée. Elle a toujours rêvé de créer la compétition ultime des clubs. Un mondial avec des géants européens, du prestige, mais surtout des millions de téléspectateurs. Un tournoi qui lui permettrait enfin de rentrer dans un lieu qui était jusque-là exclusivement réservé à l'UEFA. Alors, en 2023, la FIFA revient. Et cette fois-ci, elle revient fort. Un format XXL, 32 équipes, tous les 4 ans, à partir de 2025. Cette fois, il ne s'agit plus d'un test, mais bien d'une déclaration d'intention. Parlons maintenant de ce conflit d'influence. La FIFA ne s'en cache plus. Elle veut peser dans le football de club. Sauf qu'en face, l'UEFA n'a aucunement l'intention de lui céder son territoire. En effet, depuis plus de 30 ans, l'UEFA règne sans partage dans le football de club, avec la Ligue des Champions. Une marque mondiale, un prestige inégalé, les meilleurs clubs, mais surtout une véritable machine à cash. Et jusqu'ici, aucun tournoi ne lui faisait de l'ombre. Mais avec la Coupe du Monde des clubs en format 32 équipes, tous les 4 ans, la FIFA change la donne. C'est un copier-coller assumé du modèle Coupe du Monde. Et ça crée des tensions, parce que la FIFA vient marcher sur les plates-bandes de l'UEFA. C'est une lutte d'influence, mais aussi une guerre économique. Les droits télé de la Ligue des Champions, par exemple, génèrent près de 3,5 milliards d'euros par an. Avec un tournoi mondial des clubs, la FIFA voudrait capter une partie de ce gâteau et le redistribuer selon ses propres règles. Mais il y a aussi une autre question, plus structurelle celle-ci. La FIFA dépend presque exclusivement de la Coupe du Monde pour financer son fonctionnement.
En effet, sur un cycle de 4 ans, une Coupe du Monde rapporte en moyenne 6 à 7 milliards d'euros de revenus, ce qui représente 90% des revenus de la FIFA. Ce modèle est fragile. Une Coupe du Monde tous les 4 ans pour assurer 4 années de fonctionnement, ça devient compliqué. Et la FIFA a besoin d'un relais. Alors, quoi de plus évident qu'un grand tournoi mondial des clubs pour générer une nouvelle source de revenus régulière? Et puis aussi, il y a une question de pouvoir. Qui contrôle le football mondial? Jusqu'à présent, clubs et fédérations cohabitaient tant bien que mal. Mais avec des clubs devenus de grandes marques mondiales, la FIFA aimerait les attirer directement sous son giron. Ce bras de fer, bien que silencieux, il a déjà commencé en coulisses. Les présidents de l'UEFA, Alexander Tseferin, et de la FIFA, Gianni Infantino, ne se parlent quasiment plus. Les discussions sur le calendrier mondial est gelées, et plusieurs dirigeants européens accusent même Gianni Infantino de vouloir les affaiblir. En résumé, la FIFA voudrait redistribuer les cartes, mais l'UEFA ne compte pas se laisser faire. Et cette guerre, bien que silencieuse, pourrait redéfinir l'équilibre du football mondial. Mais alors, quel est le vrai plan de la FIFA? Soft power? Géopolitique? Officiellement, la Coupe du Monde des clubs, c'est un projet sportif. Mais en réalité, c'est aussi un levier politique, pour la FIFA et pour les pays qui souhaitent peser sur la carte du football mondial. Gianni Infantino, le président de la FIFA, l'a bien compris. Le football ne passe plus uniquement par l'Europe. Il passe par des marchés émergents, tels que la Chine, l'Arabie Saoudite, les États-Unis ou l'Afrique de demain. Or, ces régions n'ont ni les clubs ni les compétitions pour exister face à la Ligue des Champions. Alors, la Coupe du Monde des clubs devient une manière de les intégrer au sommet plus vite et plus fort, et ce, en contournant l'Europe. C'est une stratégie de soft power parfaitement assumée. On a pu notamment le voir avec le Mondial 2022 organisé au Qatar, les investissements massifs de l'Arabie Saoudite, le projet de Super League avorté, tout montre une redistribution des centres de gravité du football. Mais pour que cette Coupe du Monde des clubs ait du poids, il faut ce que tout le monde veut voir, les clubs européens. Le Real Madrid, le Bayern, le PSG, City, Chelsea, la Juventus, ce sont eux qui font vendre, parce que ce sont eux qui font rêver. Alors, pour les attirer, la FIFA a sorti l'arme ultime, l'argent. Elle leur a promis la plus grosse part du gâteau. En effet, les clubs européens devraient toucher la majorité des revenus générés par cette compétition. À titre d'exemple, voici les primes de participation. Un club océanien toucherait, lui, 3,58 millions de dollars de participation. Pour les clubs asiatiques, africains et de la CONCACAF, ils toucheront quant à eux 9,55 millions de dollars. Les clubs d'Amérique du Sud, comme Mebol, toucheraient 15,21 millions de dollars. Mais alors, qu'en est-il des clubs européens? Eh bien, figurez-vous que ceux-ci toucheront jusqu'à 38,2 millions de dollars rien que pour leur présence. Cela montre à quel point la FIFA valorise la participation de ces géants européens. C'est une manière de les attirer, mais surtout de neutraliser l'UEFA, et ce, en parlant directement au club. C'est un coup de génie tactique, contourner l'UEFA et séduire les clubs avec des millions. La FIFA veut être le pilier central de cette nouvelle transition. Elle veut créer une vitrine mondiale, où les clubs non européens pourraient briller, où les nouvelles puissances pourraient émerger, et où la FIFA garderait surtout la main. Le message est clair. Le football n'est pas uniquement européen, il est mondial. Et nous, à la FIFA, nous sommes les garants de cette nouvelle transition. Cette nouvelle Coupe du Monde des clubs est-elle un chaos annoncé ou bien une révolution? En 2025, la FIFA lance une nouvelle version de cette Coupe du Monde des clubs. Pour rappel, le format est le suivant. 32 équipes, tous les 4 ans, en été comme pour la Coupe du Monde. Mais comment les équipes sont-elles sélectionnées? En Europe, les vainqueurs récents de la Ligue des Champions seront sélectionnés, ainsi que les meilleurs au classement FIFA. Pour les autres confédérations, Océanie, Asie, Afrique et Amérique du Sud, ceux-là seront sélectionnés via leur Ligue des Champions et le classement continental. Il faut savoir que sur les 32 places existantes, 12 sont déjà allouées aux clubs européens, ce qui représente plus du tiers des participants.
Pour les clubs, l'intérêt est clair. Une exposition planétaire, des millions de dollars en primes et un prestige nouveau. Mais à quel prix? Car si sur le papier tout le monde y gagne, la réalité est plus nuancée. Les clubs non européens, eux, sont souvent très motivés. Ils voient dans cette compétition une chance unique de se mesurer à ce qui se fait de mieux, c'est-à-dire les clubs européens. Mais pour les clubs européens, eux, sont plus réservés. Ils disputent déjà la Ligue des Champions, la compétition la plus relevée au monde. Et certains se demandent même ce qu'ils ont vraiment à gagner dans un tournoi estival qui vient se rajouter à un calendrier déjà démentiel. Finalement, c'est un peu comme si on demandait aux Los Angeles Lakers de disputer un tournoi estival pour affronter l'Asvel. Qui a le plus à prouver? Cette compétition intervient déjà dans un contexte saturé. Des championnats nationaux, les coupes nationales, les matchs européens et les matchs internationaux. Les joueurs sont fatigués, les staffs à bout, les saisons sont à rallonge. Et une compétition estivale qui bouscule les préparations physiques des clubs. Par exemple, un club comme le PSG qui a réalisé le triplé en 2025, Ligue 1, Coupe de France, Ligue des Champions, a déjà disputé 58 matchs officiels avant même de se présenter à cette Coupe du Monde. Et ce, sans avoir compté les matchs internationaux de leurs joueurs. La vraie question qui se pose derrière tout ça, c'est les clubs européens prendront-ils cette compétition au sérieux? Feront-ils une rotation de leur effectif afin de préserver leurs joueurs? Le risque est là. Un tournoi déséquilibré, usant, sans réel engouement, sauf si les têtes d'affiche sont présentes jusqu'au bout. Mais alors, qui a le plus à perdre ou à gagner? Pour les clubs non européens, c'est une aubaine. Pour une fois, ils ne sont pas invités à la table du football mondial juste pour faire le nombre. Ils peuvent réellement se mesurer aux meilleurs, se montrer aux yeux du monde. Et pourquoi pas rêver d'un exploit. C'est aussi une chance pour eux d'attirer des sponsors et d'augmenter leurs revenus. Pour les clubs européens, la donne est plus complexe. Ils sont déjà à la tête du football mondial. Ils gagnent des centaines de millions via la Ligue des Champions, dominent les droits télé et attirent déjà les meilleurs joueurs du monde. Alors forcément, une compétition de plus dans un calendrier déjà chargé, ça les pousse à s'interroger. Certes, ils ont un intérêt marketing évident. La possibilité d'augmenter leur visibilité à l'international, plus d'occasions de vendre des maillots, en Asie, en Amérique ou en Afrique. Plus de renforcement de leur image sur la scène mondiale, mais sportivement, c'est un pari risqué. Et ils le savent. Du côté de la FIFA, quant à elle, c'est une énorme opportunité. Gagner en influence, créer sa propre Ligue des Champions. Et surtout, court-circuiter l'UEFA. Si le tournoi marche, il deviendrait majeur. Et il serait incontournable auprès des clubs. Mais qu'en est-il de l'UEFA? Pour elle, c'est un signal d'alarme. La suprématie de la Ligue des Champions est en jeu. Si les géants européens commencent à rêver plus de Coupe du Monde des clubs plutôt que de Ligue des Champions, c'est tout l'équilibre du football européen qui est maintenant menacé. Pour conclure, la guerre est silencieuse mais bien réelle. La FIFA ne veut pas juste un tournoi, elle veut une nouvelle ère. Et cette nouvelle ère, elle pourrait bien changer le visage du football mondial. Mais vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que cette Coupe du Monde des clubs vous intéresse? Allez-vous la regarder? Pensez-vous que la Ligue des Champions est menacée? Ou bien, est-ce que cette compétition est inutile et intervient dans un calendrier déjà surchargé? Partagez votre avis et faites-le moi savoir en commentaire. Et surtout, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour ne rien rater des prochaines vidéos. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à la prochaine sur Pitch & More.